que ça me fait d'aller fouiller dans ces documents historiques-là, ça me permet de connaître l'évolution de la FTQ, d'où on est parti, puis où on est rendu maintenant. Être ici au centre de documentation, ça me rend très, très fière parce que je pense que j'ai une grande chance de travailler avec une équipe extraordinaire à la FTQ. Et tout ce qui est écrit ici, ou presque, ça vient de la FTQ, de l'équipe de la FTQ et des affiliés. C'est un héritage qui s'est ajouté à tout l'héritage qu'on reçut, que nous ont légué nos ancêtres et qu'on lègue aux générations futures. Et d'avoir été capable d'apporter dans le giron québécois le fonds de solidarité, la participation, la cohésion, la capacité de comprendre l'orientation d'un Québec, puis d'être capable d'en définir les contours pour un avenir le meilleur. Je dirais que les 60 dernières années ont été importantes parce que c'est là que le Québec moderne s'est façonné. C'est toujours dominant dans notre conscience collective québécoise, toujours dominant que le Québec, avant 1950 ou 1960, avant la Révolution tranquille, c'était le Moyen Âge, quoi. Hein? C'est une histoire honteuse. Mais quand on se penche sur les documents d'époque, sur les journaux d'époque, on s'aperçoit que la société québécoise est une société diversifiée. Ça veut dire, à partir de la Première Guerre mondiale, le droit de vote pour les femmes, l'abolition du Conseil législatif et du Sénat, et revendique un filet de sécurité sociale. Et ce, début du 20e siècle. La FTQ a été fondée par la fusion entre l'ancienne fédération provinciale et les syndicats de la FIC. C'était en 1957, la FTQ avait un long héritage entre les mains. Chaque syndicat avait son histoire, ses pratiques, ses engagements politiques. C'était un mariage inévitable, un mariage forcé, soit dit en passant. C'était pas la grande amitié, les grandes démonstrations de solidarité. Il fallait qu'il y ait fusion. Il fallait que les deux groupes s'unissent pour créer une FTQ qui pourrait peser de tout son poids politique au Québec et appuyer les négociations qui se faisaient un peu partout. Les gens se sont réunis dans une assemblée de fusion dans la grande salle de bal du Château Frontenac. Alors, le premier président de la nouvelle fédération, qui était Roger Provost, a eu à concilier des orientations très différentes. Ça a été un président de transition et qui l'a mené avec beaucoup d'énergie et de tact et de succès. Avons-nous la responsabilité de bâtir pour nos fils, pour nos filles, la liberté dans cette province? La FTQ, dès sa naissance, elle a réussi à regrouper toutes les forces syndicales de sa centrale nouvelle et aussi des autres centrales et toutes les forces progressistes pour aller à Murdochville soutenir les mineurs. C'est des souvenirs d'enfance, mais je me souviens du mois d'août 57, lorsqu'il y a eu la grande manifestation de la FTQ avec le syndicat des métallos, mon syndicat. Et je me souviens du lendemain où le bureau du syndicat avait été saccagé par des briseurs de grève, où on trouvait des voitures virées à l'envers. Je me souviens également qu'il y a eu mort d'homme à Murdochville. Donc, ça a été une grève pénible. Pénible pour les familles, pénible pour les gens qui l'ont vécu, autant d'un bord que de l'autre. Ça a influencé beaucoup les travailleurs, mais ça a influencé aussi les employeurs. Plusieurs employeurs se sont dit, on est peut-être mieux de négocier avec un syndicat plutôt que d'essayer de le supprimer. En même temps, cette grève-là, les travailleurs de l'ensemble du Québec n'ont probablement profité beaucoup plus que les travailleurs de Murdochville. Vous savez qu'après la grève, il y a eu la loi 9 qui a été l'instauration d'une commission de relations de travail et des vraies lois du travail au Québec. Et Murdochville a définitivement été la grève, le point culminant qui a amené ces nouvelles législations-là. À la mort de Roger Provost en 1964, il fallait le remplacer et beaucoup de militants issus des syndicats industriels
ont souhaité que leur tendance soit représentée à la présidence de la FTQ. C'est ainsi qu'on a convaincu Fernand Daou de se présenter à la présidence. Et Fernand s'est retrouvé face à Louis Laberge. Louis Laberge qui était le candidat un peu perçu comme le dauphin de Roger Provost. Et aussi, il avait le soutien des syndicats de métier. Et Fernand avait calculé qu'il serait élu. Ses supporters croyaient qu'il serait élu. Et finalement, au dernier moment, il a été battu par une voix. C'est avec un sentiment d'humilité que j'ai accepté la nomination parce que je sais que la Fédération fait face à de nombreux problèmes très complexes. Laberge, c'était un gars d'abord qui était très, très, très proche du monde. Là où le grand intellectuel, tu sais, un Français extraordinaire, puis ça venait faire une équipe extraordinaire. Moi, je pense pas que la FTQ connaisse d'autres équipes aussi extraordinaires. C'était deux gars qui se complétaient de façon... on pouvait pas avoir mieux. Sous le régime libéral, qui était censé être progressiste, lorsqu'est arrivée la réforme du Code du travail, là, ça a décrété que la reine ne négociait pas avec ses sujets. La FTQ a tenu ce qu'on qualifie là, son plus grand congrès extraordinaire, et elle obtient, la jeune FTQ, de tous ses délégués, le mandat d'utiliser tous les moyens de pression, y compris la grève générale, en 1964. Il y a nationalisation d'Hydro-Québec en 1964. Quelle centrale syndicale, quelle organisation syndicale va représenter l'ensemble de ces travailleurs dans les entreprises qui ont été fusionnées? Ce vote d'allégeance syndicale-là, la FTQ l'a remporté. Et là, on a senti que la FTQ était construite sur des bases solides. Elle avait planté son drapeau comme une centrale qui peut être la plus représentative de tous les secteurs d'activité de tous les travailleurs au Québec. Des questions comme la langue, l'action politique, le statut du Québec apparaissent comme des questions nouvelles qu'on pouvait peut-être se poser avant, mais qui ne débouchaient pas sur une action précise. L'option nationaliste et progressiste, dont Fernand Daou est le porte-voix, dont Fernand Daou est le symbole lorsqu'il est élu secrétaire général, ça devient l'option, ça devient l'orientation de la centrale. C'est celle que partagent non seulement les militants, mais aussi les dirigeants des différents syndicats. Des débats avec René Lévesque et Louis Laberge. Où va le nationalisme québécois? Il y avait une convergence qui se faisait. Et on arrive au début des années 70, là, changement de régime, là, c'est Bourassa qui arrive avec sa philosophie néolibérale. Tassez-vous, on discute plus ici. Les années 70, là, quand on a mené des grandes batailles, là, je peux te dire qu'on est obligé de faire du travail d'éducation, puis de formation, puis pour être capable de convaincre les membres puis de les amener là. Puis en même temps, le contexte se prêtait un peu plus. Là. On sortait des années de grande noirceur. La fonction publique était à rebâtir complètement. C'était des salaires de misère, des salaires de famine. Fait qu'on avait plus de marge de manœuvre pour le terreau, pour le militantisme engagé, sinon dire enragé. Là, tu sais, là. Et là, les conflits, ils étaient lourds, longs et souvent violents. Mon premier conflit, c'est le conflit de la presse en 1971. La presse avait lockouté tous ces syndicats de l'imprimerie, un par un, et refusait de négocier parce que elle voulait imposer des changements technologiques radicaux sans les négocier avec les syndicats. C'était long, pénible, grande manifestation. On se fait défoncer par la police déguisée en agitateur. Bon, et tout y passait. Et arrive le conflit du Front commun. Et là, c'était la goutte, là. C'est la façon qui a fait déborder le vase partout avec ce régime-là. Là, ce fut la mobilisation. Et là, on a vu une vraie centrale s'organiser. La FTQ, secteur public, secteur privé. Il n'y avait plus de différence dans le conflit amené. Il y a peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement
Il y en a sans connaissance, et maintenant ce sont des gaz lacrymogènes ou je ne sais trop quoi. Il y a eu le conflit de United Aircraft de 18 mois, conflit très, très dur aussi à cause de la présence des SCAB. Et dans le reste du Canada, on assiste à ça. Et beaucoup de syndicalistes du Canada anglais qui, jusque-là, étaient indifférents aux revendications de la FTQ, constatent que la FTQ a un dynamisme qu'on ne retrouve pas dans d'autres provinces. Le Québec était en changement profond et la FTQ a su s'ajuster de façon fantastique avec ses syndicats à ce changement-là, puis souvent être en avant des changements, les proposer, les préconiser. Et je pense la FTQ joue un rôle très, très important dans l'histoire de l'évolution du Québec de ces années-là. Il y a volonté également du côté des centrales syndicales dans les années 60 de se donner un parti des travailleurs. Ça se produira pas, justement parce que le Parti québécois naît dans les années, à la fin des années 60. Et il y a un programme, le Parti québécois, qui est très proche des revendications du mouvement syndical. Ce sujet-là, qui est le syndicalisme, donc, a une importance vitale, comme d'ailleurs pour les travailleurs du monde entier. C'est vrai dans tous les secteurs de la société, qu'il faut l'union. Tout le monde s'en rend compte. Alors, vous avez des leaders syndicales comme M. Jean-Gérin Lajoie qui se reconnaissent dans le Parti québécois, qui se reconnaissent dans la revendication. La FTQ, elle met la main à la pâte, un congrès spécial, elle appuie le Parti québécois. Et avec son option, évidemment, indépendantiste, pour la première fois de son histoire. Les élections ont lieu, le PQ rentre au pouvoir. Je veux remercier du fond du cœur pour les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Tous les espoirs étaient permis. Et là, c'était les grandes revendications. On voulait un code du travail qui facilitait l'accès à la syndicalisation. On voulait une loi 101. On voulait également, la FTQ prônait l'établissement d'une législation en santé et sécurité du travail. Dans le premier mandat de René Lévesque, on a modifié le Code du travail, on a introduit des dispositions anti-briseurs de grève. Il a rendu obligatoire le précompte sur le salaire des travailleurs, donc la cotisation payée à la source. On a adopté la charte de la langue française. Les employés du GM ont lutté des années, ont fait des grèves pour pouvoir travailler en français. Le patron, c'était lui, le puissant, le détenteur du pouvoir économique. Et la langue du pouvoir économique, c'était l'anglais qui s'imposait dans les négociations. Donc là, c'était la concrétisation d'années de lutte de travailleurs et travailleuses. Mais en même temps, c'est des années difficiles. On est obligé de bûcher. De tout temps, moi, je pense que le mouvement syndical, ça va toujours être difficile. Il faut convaincre du monde. C'est une roue qui tourne. Le conflit de Bell Canada chez les téléphonistes, c'est un conflit exemplaire, à mon sens. J'ai rarement vu un groupe de militants durant un conflit aussi mobilisé en permanence qu'elle ne l'était. Les batailles les plus difficiles lesquelles j'ai participé, c'est comme négociateur en chef. En 80, ça a été les employés, les téléphonistes qui ont été en grève pendant un bon bout de temps. Les femmes étaient vraiment traitées comme des enfants. Je trouvais, moi, qu'au cégep, on avait plus de liberté que les femmes travailleuses chez Bell Canada. Michèle Bruyette était une femme très forte, d'abord très charismatique, et les téléphonistes s'identifiaient à elle. Je pense que la majorité des filles du téléphone se souviennent des grèves qu'on a eues et des liens. Vous savez, travailler coude à coude sur un board de centaines de places, ils ont oublié que ça crée des liens. Alors, les filles, on était proches parce qu'on était coude à coude. C'est à partir de 1974 que la FTQ change complètement d'allure. Fernand Daoust va construire la FTQ. Il va la construire de l'intérieur. C'est lui qui va faire en sorte que des services efficaces se construisent, services de santé, sécurité, d'éducation, services de conditions féminines, services de délégués sociaux. Est en mesure de regrouper et rallier les groupes et de faire en sorte qu'on présente une espèce de front unifié
devant les multiples adversaires que nous pouvions déceler ici et là. Il va faire en sorte que la FTQ a une structure et des services consistants qui les relient de façon très forte à ses membres. Il y a une récession en 82. Donc, il y a une hausse du taux de chômage dans les années 80-90 qui atteint 10 le taux de chômage. Alors, qui a affaibli le rapport de force des syndicats à l'égard du patronat. Dans un contexte de défensive, tu sais, la mondialisation bat son plein. On a mené plus de grèves pour conserver ce qu'on avait que de grèves pour améliorer ce qu'on aurait dû améliorer. Il n'y en a plus d'emploi garanti. Il n'y en a plus d'emploi stable. On ne peut plus se fier là-dessus. Il faut aller au niveau de l'emploi même, comme on l'a fait pour tous les niveaux d'intervention. On a fait l'éducation, on a fait la santé et sécurité, on le fait en conditions féminines. Il faut descendre notre action aussi au niveau de l'emploi. Et M. Laberge lance l'idée avec d'autres pourquoi que les travailleurs n'investiraient pas dans leur entreprise. Et le Fonds de solidarité est né de cette intervention du président qui avait été, bien sûr, animé par des gars comme Jean-Guy Frenette et d'autres. Ce chemin-là s'est fait, mais évidemment, c'était innover dans un monde que personne ne connaissait, on n'avait pas d'expérience. Et là, il n'y a pas eu beaucoup de mystère. Il faut faire ça selon nos valeurs syndicales qu'on a portées toute notre vie puis que nos ancêtres nous ont retransmis. Allons-y selon nos valeurs. Une de mes hésitations, c'était vraiment que je ne connaissais pas le milieu syndical. Et je vous avoue que j'ai été très heureux de cette prise de conscience de la vie syndicale. J'ai découvert pour moi un milieu qui a des valeurs et un milieu de partage et de solidarité. Et on voit aujourd'hui ce que ça a donné, un modèle qui demeure unique au monde. Et je pense que la FTQ doit être très fière de ça. Parce que les Québécois, aujourd'hui, sont très fiers de ce modèle-là. Ça jouait dur des fois. Je me souviens d'un congrès quand c'était le temps de la féminisation du nom de la FTQ, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui sonne très bien. Hein? Il n'y a pas eu de problème, mais il y a eu des problèmes à le faire passer. Ça a été quelque chose. Et c'est une résolution qui venait du Conseil du travail. Et je dois vous dire que nous, quand on l'a envoyé à la FTQ, dans ma grande naïveté, moi, j'y voyais aucun problème. Je pensais que ça passerait du premier tour sans problème. Oh là là! Les dégâts que ça l'a fait au Congrès, c'était incroyable. Et ça l'a pas passé, mais je dois dire que c'est parce que ça prenait les 2/3. Puis on a eu peut-être 60%, je sais pas, au moins plus que la majorité, c'était encourageant. Ce qu'on a fait, on a été chacun dans nos syndicats, faire féminiser le nom de nos syndicats, de toutes les autres instances. Fait que les batailles avaient été faites partout. Fait que quand on est arrivé au Congrès d'après, ça a passé quasiment à l'unanimité parce que tous les débats avaient été faits chacun dans leur syndicat. Et il nous restait quelques années à faire avec le PQ, évidemment, René Lévesque. Et là, nous avons accéléré nos démarches. À cause des relations CTC-FTQ, on se sentait pas toujours vraiment représenté à l'international, parce qu'évidemment, le CTC, c'était une majorité d'anglophones qui étaient là, et ils avaient plutôt tendance à développer des rapports internationaux avec des syndicats d'origine britannique ou anglophones dans différents pays. Alors, il fallait que la FTQ pèse de tout son poids politique auprès du CTC pour faire en sorte que les réalités québécoises, cette espèce de phénomène québécois à l'intérieur du grand mouvement syndical canadien puisse s'affirmer avec force et qu'il puisse se faire par des gens qui comprenaient bien la situation. Et la FTQ réussit à régler définitivement son problème avec le CTC. C'est l'entente finale où la FTQ se fait reconnaître de la souveraineté association. La FTQ est autonome dans tous les domaines. C'était important pour la FTQ, c'était important pour notre monde, c'était important pour le Québec. Je pense que ce geste-là, pour la grande centrale syndicale au Québec, devait et a été capable, encore une fois, de tracer la voie sur la souveraineté association d'un organisme qui n'était pas anodin, mais sérieux et présent.
Évidemment, il y a eu la Marche du Pain des Roses qui a mis à l'avant-scène les revendications féministes. Alors, je l'ai proposé au conseil d'administration de la Fédération des femmes du Québec, puis après, j'ai fait le tour du Québec pour aller en parler aux femmes dans toutes les régions. Les comités d'action des femmes des centrales syndicales avaient un peu pris de l'avance aussi, là. Les revendications du Pain des Roses se retrouvaient, si vous voulez, comme venant intégrer ces revendications de comités de centrales, notamment de la FTQ. Tous les comités de conditions féminines de toutes les centrales syndicales et syndicats indépendants ont participé avec les groupes autonomes de femmes. Il y a eu une grande solidarité dans l'ensemble du mouvement des femmes. Et les femmes du mouvement syndical, bien évidemment, apportaient tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences, entre autres sur les questions touchant le travail, donc l'équité salariale. On a toujours fait partie avec les représentantes de la FTQ, de la fameuse coalition en faveur de l'équité salariale qui, dès les années 80, a milité pour l'adoption d'une loi proactive au Québec. À la fin de la marche, M. Parizeau nous confirme encore une fois que oui, nous aurons cette loi, mais je rappelle que ça prendra quand même encore 1 an avant qu'elle soit adoptée et 1 année supplémentaire avant qu'elle soit mise en œuvre. Donc, il y a 20 ans, cette année, on en fait le bilan, d'ailleurs, actuellement. C'est un dossier qu'on a porté, sur lequel on fait une veille stratégique et il y a beaucoup de collaboration entre les délégués de la FTQ, les responsables de la FTQ, du dossier de conditions féminines et le SIAFT. Le visage de la FTQ a changé au cours des 60 dernières années. Mon premier congrès, en 1979, il n'y avait probablement pas 2% de femmes qui y participaient. Au dernier congrès, il y avait plus de 35-36% de femmes qui participaient à la FTQ. Les premiers bureaux de direction de la FTQ, il n'y avait aucune femme. Aujourd'hui, au bureau de direction de la FTQ, il y a presque une parité. Marie Pinsonneau a été la première femme vice-présidente de la FTQ. Elle siégeait seule femme au bureau de la FTQ avec toutes ces petits rois-là, dans le sens où chacun était maître dans son propre syndicat. Elle était là pour représenter les femmes. Et elle leur disait tout le temps, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Alors, elle leur rappelait tout le temps, quand il passait quelque chose, qu'il fallait qu'il y ait des places pour les femmes. L'arrivée des libéraux au Québec, ça fait partie de tout le contexte, là, tu sais, nord-américain, où les conditions de travail sont en baisse. Fait que quand Jean Charest est arrivé là, lui a décidé que il nous mettra au pas. Puis il venait juste d'être élu premier ministre. Il sort une lettre ouverte dans la presse où il nous traite de passéistes, de à peu près tous les noms qu'il peut. Mais on s'est rendu compte d'une chose. J'ai jamais vu, depuis les années 72, là, aller jusqu'à cette période-là, j'ai jamais vu dans nos rangs autant de monde choqué en même temps. Parce que des fois, on se fait pogner dans un conflit, mais les autres sont pas pognés. Là, tout le monde est en revin noir. On a bloqué le port de Montréal et différents ports du Québec pendant une journée ou deux pour protester. Parce qu'il y a 2 affaires avec lesquelles il s'en venait. L'article 45 du Code du travail, ça, c'est la sous-traitance. Bon, il nous en a enlevé des morceaux, mais il n'y a pas de diable à l'abolir. Mais il s'en venait surtout avec le vote obligatoire, quand on se syndiquait. Et ça, là, c'était la baisse automatique du taux de syndicalisation au Québec dans les 10 prochaines années de 10, 15, 20 %. Fatiguez-vous pas, c'est aussi simple que ça. Je pense que là-dessus, on a gagné le fait qu'on a fait reculer le gouvernement libéral pour s'attaquer aux travailleurs. L'emploi est dans une mouvance. On l'a déjà vu dans le passé avec des changements technologiques et tout ça, mais là, elle est dans une mouvance un peu particulière avec la numérisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les cibles que la planète s'est données pour atteindre la réduction des gaz à effet de serre. Il y a déjà, mais il y aura donc, dans un avenir très rapproché, une grande modification du travail comme tel, comme on le connaît. Il y en a déjà eu depuis quelques années, mais ça va s'amplifier. Et comme organisation syndicale, on aura à ajuster le tir. Quand on est arrivé à la direction de la FTQ, il y avait une crise de confiance. Donc, il fallait redorer l'image de la FTQ, l'image du mouvement syndical, pour parler d'autre chose que de la commission Charbonneau. Donc, on s'est fixé un agenda pour que nos membres
puissent être intéressés par des sujets qui les touchent au quotidien, puis on en avait plein de défis, là. Et ça passe par les campagnes récentes qu'on mène, que ce soit le salaire minimum à 15 $, que ce soit la Régie des rentes du Québec, pour que nos retraités qui n'ont pas de régime de retraite privé, puissent avoir une retraite où ils ne vivront pas nécessairement dans la pauvreté, que ce soit contre les clauses de disparité de traitement. Moi, je pense qu'il faut traiter tout le monde égal. Le réseau des délégués sociaux à la FTQ, c'est un réseau qui a 35 ans aujourd'hui, qui fait vraiment la fierté de la FTQ et de ses affiliés. C'est un réseau qui est né dans les années 80, où il y avait vraiment une crise économique au Québec. Il y avait beaucoup de fermetures d'entreprises. Donc, il y avait des problèmes de toutes sortes. Et que ce soit des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie ou des problèmes avec les lois et les programmes, par exemple, accès au chômage, etc. Donc, ils ont parti un réseau extraordinaire de personnes dévouées vraiment. Et puis, il y a eu un partenariat avec Centraide. Puis aujourd'hui, là, on parle d'il y a 35 ans, mais aujourd'hui, on compte plus de 3000 délégués sociaux. Il faut suivre de près les politiques d'emploi qui sont adoptées par le gouvernement et notamment la stratégie d'intervention à l'égard de la main-d'œuvre féminine. Et là-dessus, on a toujours pu compter sur la présence vraiment active de la FTQ sur cette table-là. Je pense que c'est le rôle de la centrale, la FTQ et de ses syndicats affiliés de faire de la formation de ses membres. Absolument. Je pense que c'est le nerf de la guerre, la formation syndicale. Je pense que c'est ce qui mène à l'action politique, à l'action citoyenne, et c'est ce qu'on souhaite à la FTQ. Et puis, j'ai beaucoup d'échos comme quoi que oui, ça fait une différence. J'en suis convaincue, en fait. Avec la FTQ et le Fonds de solidarité, je trouve que c'est un de nos plus forts remparts pour éviter, le plus possible, qu'il y ait des laissés pour compte et des oubliés dans les changements qui interviendront tout le temps dans le marché du travail. Et ça, c'est beaucoup, surtout à un certain âge, où on s'aperçoit que le monde est très individualiste et un monde souvent qui a perdu ses repères. C'est assez extraordinaire que j'ai la chance de travailler au service de l'éducation pour pouvoir partager cette histoire-là. On a tellement une belle histoire, on a des belles luttes, mais aussi des belles victoires. Puis je suis très, très fière de travailler pour une centrale qui a fait autant pour la société québécoise. Moi, j'aimerais ça voir de plus en plus la FTQ aux côtés d'une économie différente, plus verte, plus sociale. Et puis finalement, un jour, pourquoi pas une présidente à la tête de la FTQ. Il y en aura pour chaque génération. C'est ça qui est formidable. C'est que chaque génération doit aller le plus loin qui est possible à porter le flambeau du progrès social. Mais je suis convaincue, évidemment, que c'est un chantier inachevé. Plus les affiliés vont être unis ensemble, plus la FTQ va être forte. La FTQ, c'est une centrale syndicale, c'est un parapluie. Alors donc, plus il va y avoir une unité à l'intérieur des différents syndicats affiliés, plus les syndicats affiliés vont pousser vers la même direction, plus la FTQ va être forte. Quand je regarde la photo de l'ensemble des gens qui étaient là au congrès de fondation de la FTQ, ça me donne un grand sentiment de fierté. Que le mouvement syndical avance et continue d'avancer, puis qu'il y a des militants syndicaux qui ont porté cette organisation-là depuis ses débuts, puis qu'il y en a d'autres qui ont pris la relève en chemin, puis qui continuent encore à porter cette organisation-là. Ça, c'est phénoménal. C'est phénoménal, puis je vois pas le jour où ça se produira plus. Moi, je pense qu'il va toujours y avoir des gens qui vont prendre notre relève pour faire avancer les valeurs et les revendications de notre belle et grande organisation, de notre centrale syndicale, de la plus grande centrale syndicale au Québec.